Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce quatrième épisode du hors-série du Talk by Let's Gomez consacré aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Alors ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, mais vous commencez à connaître l'habitude. Chaque mois, nous partons à la rencontre des sportifs qui préparent les Jeux Olympiques et Paralympiques en Moselle. Et aujourd'hui, pour ce quatrième épisode, je reçois un duo, c'est la première fois, avec Sylvain Noël et Stéphane Moliens. Bonjour Sylvain, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Bonjour Stéphane, ça va bien aussi de votre côté? Ouais, salut Valentin, très bien, merci. Eh ben messieurs, je pense qu'il est temps d'attaquer, d'apprendre à vous connaître et c'est l'heure de la cérémonie d'ouverture. Alors pour commencer, j'ai envie de te parler, Stéphane, un petit peu de ton palmarès. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Parce que c'est absolument immense, 4 médailles paralympiques, plusieurs titres mondiaux, européens, c'est tout simplement énorme. Ouais, alors il y a deux titres paralympiques et 5 médailles. Oui, alors c'est énorme, mais ça a mis du temps aussi à se mettre en place. Bien évidemment, c'est une carrière de 20 ans qui a été riche à la fois, c'est vrai, en palmarès, mais aussi en émotions, découvertes, je dirais aussi en partage, parce que ma grande réussite a souvent été dans les épreuves par équipe. Et d'ailleurs, c'est une réussite dont je suis fier parce que c'est quelque chose qui m'a toujours animé, les épreuves collectives. Et puis, j'ai voulu, après les Jeux de Tokyo, mais avec une décision qui a été bien prise en amont et mûrement réfléchie, de mettre un terme à cette carrière parce que j'étais convaincu que c'était le bon moment. Et il y avait aussi certaines choses qui se manifestaient, hein, à la fois des sollicitations extérieures pour faire autre chose. Et puis, j'ai presque envie de dire des sollicitations internes parce que moi-même, j'avais aussi envie de me consacrer, mettre de l'énergie à autre chose. Et je sentais que le corps commençait un peu à tirer la langue, comme on dit. Donc, c'était nécessaire de, je crois, faire un choix fort. C'est pas facile de mettre un terme comme ça à une carrière. Tout le monde me disait que c'était en plus compliqué de le faire juste avant les Jeux de Paris, justement. Mais encore une fois, c'est sans regret. Et aujourd'hui, je suis plutôt content de ce qui se passe dans ce que je mets en place. Et puis, je garde toujours un pied à l'étrier, justement, avec le fait notamment de suivre Sylvain dans son parcours. Justement, ouais, c'est parfait, la transition est toute faite. Sylvain, vous visez justement une qualification pour les Jeux paralympiques en vous entraînant aux côtés de Stéphane. Oui, j'ai rejoint le club de Moulins-les-Metz la saison dernière. Donc Stéphane, ça fait un petit peu de temps que je le connais, hein. Je suis sur le circuit euh, France ou équipe de France un peu depuis un petit moment. Et du coup, avec Stéphane, on a quand même pas mal fait de sessions d'entraînement ensemble. Et donc oui, j'étais déjà sur un circuit de qualification pour Tokyo en 2020, 2021, où avec Stéphane, on a eu quelques échéances, voilà, juste avant le Covid, on a vécu des choses un peu, tous les deux, un peu particulières et où on s'entraînait ensemble. Et, euh, et du coup, j'ai rejoint son club voilà, l'année dernière pour aller chercher une qualification pour les Jeux de Paris. Voilà, un club qui me soutient avec Stéphane qui a une énorme expérience à apporter et une vision voilà, avec laquelle une vision du sport qui me convient, je pense, en tout cas. Et donc c'est pour ça que voilà, je suis à ses côtés aujourd'hui. Et justement, Stéphane, comment vous avez pris attache avec la Moselle, finalement? Parce qu'on vous voit souvent, je trouve. Il faut plus le dire si c'est trop, hein. Ah non, 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 c'est avec mais plaisir. non, mais je rigole. Ouais, bah en fait, c'est une attache qui a été faite de manière très fluide. C'est-à-dire que dès lors qu'on rentre dans un circuit de compétition de haut niveau, les collectivités s'attachent un petit peu à nous soutenir. Et puis, avec le département de la Moselle, on a eu un lien assez fort dès le départ, avec un lien, on va dire, humain, avec des gens qui sont toujours en place d'ailleurs en ce moment. Et puis, je crois qu'au-delà de Stéphane Molien, ça a été un lien fort avec le club. C'était un peu toujours un triptyque.
entre l'athlète, le club et puis le département, et puis cette volonté, je dirais, de progresser ensemble. Tout à l'heure, je parlais de notion collective, là c'est encore le cas. J'ai toujours envie de faire en sorte que ce qui m'a été donné pendant très longtemps, je puisse d'une certaine façon, grâce à une valeur qui ne doit pas être un vain concept, hein, qui est la reconnaissance, et bien de continuer à développer ces liens avec le département de la Moselle. Et puis la volonté, je dirais, voilà, Sylvain expliquait un peu notre histoire commune, de dire à un moment, voilà, est-ce que cette structure dans laquelle moi j'ai baigné pendant 20 ans peut être un tremplin supplémentaire pour la carrière de Sylvain. Et j'étais intimement convaincu. Alors, ce n'était pas de l'empathie démesurée ou outrancière, hein. C'était vraiment une vraie volonté de l'aider parce que je suis convaincu que c'est un très bon joueur et qu'il peut passer des caps encore. Et évidemment, en toute humilité, je lui ai proposé donc de rejoindre Moulins-les-Metz, le département de la Moselle, et puis de faire en sorte qu'il grandisse encore. Et justement, ouais, Sylvain, du coup, vous êtes venu en Moselle spécialement pour le paratennis de table. Est-ce que l'intégration s'est bien passée dans ce département? Naturellement, naturellement auprès des gens du club déjà. Dans un premier temps, bah, je connaissais Stéphane, je connaissais un peu le président et les joueurs parce qu'on se voit sur le circuit. Le circuit est quand même petit, on va dire. Mais et après, oui, au niveau de la Moselle aussi, petit à petit. Alors, je suis encore un peu nouveau hein, quand même dans- pour la Moselle, mais il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai été bien accueilli et en fait, je remercie déjà le club de l'accueil qui a été fait parce que c'est un vrai accueil chaleureux du président et à chaque fois que je me suis déplacé en Moselle, j'ai jamais regretté le déplacement. Donc, c'était toujours avec plaisir. Donc, oui, oui. C'est une belle terre d'accueil, pardon. Ouais, c'est très positif. Et pour faire une question peut-être un peu plus marrante, est-ce qu'il vous arrive de suivre les équipes du département, puisqu'il y en a beaucoup en Moselle? Alors, un petit peu par le foot, mais de loin, de beaucoup plus loin que Stéphane Moliens quand même. Mais à travers Steph, je peux des fois suivre un peu le foot. Après, un peu moins les équipes. Alors, au tennis de table, il y avait Metz Ouais. qui marchait bien à une époque. Là, je vous avoue que je suis un peu moins. Il y a eu bref, des petits. La structure a un peu changé de ce que j'ai suivi. Et après, non, je suis pas non plus. En fait, je m'éparpille pas trop dans d'autres sports et d'autres, comment dire, événements parce que je suis déjà très chargé moi de mon côté par mon emploi du temps. Donc c'est pour ça. Vous, Stéphane, vous suivez beaucoup, comme l'a dit Sylvain. Oui, bien évidemment, parce que bah, non seulement je renie pas mes attaches, mais en plus de ça, je crois que de par mon histoire, à la fois avec, alors de manière peut-être un petit peu plus minimaliste, hein, mais avec le football et avec le tennis de table, je suis évidemment ces deux équipes-là avec beaucoup d'intérêt, que ce soit le Football Club de Metz ou, je dirais, les filles du tennis de table de Metz TT. Donc, j'ai gardé un lien fort, évidemment, à la fois sentimental, mais aussi, je dirais, avec certaines personnes au sein du club, parce que, enfin, de ces clubs-là, parce que, voilà, c'est encore une fois, il y a parfois des turnovers, mais il y a une culture qui se maintient. Et puis, le fait, évidemment, d'être régulièrement consultant pour Moselle TV notamment, Mhm. euh, ça me permet de suivre avec beaucoup d'intérêt et de manière peut-être un petit peu plus intimiste la trajectoire des clubs mosellans. Bon, en tout cas, c'est très très intéressant, mais maintenant qu'on vous connaît, je pense qu'on a envie d'aller à la découverte de votre sport, et c'est l'heure des jeux. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez un peu nous parler, Sylvain, du paratennis de table? Quelles sont ses spécificités finalement? Euh, une de ces spécificités, alors ça va être ma vision hein, du tennis de table en e-sport, mais moi je trouve c'est que en fait c'est un des sports handi, certainement les plus facilement transposables. En fait, voilà, après, c'est un des sports valides finalement plutôt comme ça, Mhm.
un des sports valides les plus facilement transposables à l'handisport. Parce qu'on peut jouer debout sans réelles adaptations au niveau des règles. Après, voilà, faut réussir à jouer avec son handicap. Et en fauteuil, il y a juste une adaptation qui est la règle du service, quand on joue face à une personne qui n'est pas handicapée. Ok. Donc en fait, moi je pense que c'est vraiment une de ses spécificités, c'est que c'est aussi très proche du milieu valide. Après, il y a beaucoup de spécificités qui sont propres au sport, l'agilité, la précision. Comme on est beaucoup plus près de la table que les valides, il y a aussi tout ce qui est un jeu plus en réflexe et en instinct des fois. Mm, mm, Voilà. mm. Et ça, c'est ma vision. Je ne sais pas si c'est la vision de Steph aussi là-dessus. Stéphane, vous êtes d'accord? Vous partagez cette vision? Ouais, bien sûr, bah, je la partage complètement. Je dirais que je rajouterais juste que, comme dans tous les sports, et notamment dès lors qu'on fait de la compétition, et qui plus est lorsqu'on fait de la compétition au niveau, que la prise d'information est extrêmement importante, notamment quand on a très peu de recul par rapport à la table. Donc, il faut essayer d'aller choper l'information très vite, être dans le réflexe et être dans l'anticipation. Donc, oui, ce qui est bien dans ce sport, et dans beaucoup de sports aussi, mais peut-être celui-ci où en fait la raquette est un prolongement du membre, hein, c'est de Mm, pouvoir être dans la créativité régulièrement et de pouvoir s'amuser très vite. D'ailleurs, le tennis de table, c'est un des sports aussi qui est peut-être le plus facilement accessible à tout le monde dès lors qu'on a une table et deux raquettes avec une balle dans un garage. Donc, on peut commencer à jouer, à s'entraîner, à se faire des petits délires ou des petits matchs très facilement chez soi. On a la possibilité aujourd'hui de mettre des filets sur sa table de salon mm, et mm, de mm. jouer un peu au ping-pong partout. Donc, voilà, c'est au-delà de notre discipline, qui est peut-être une discipline, quand on la joue en fauteuil, un petit peu particulière parce que elle se décline à plusieurs degrés. Mais par contre, c'est vraiment un sport extrêmement populaire et qui mériterait certainement encore d'être popularisé davantage. Ouais, la popularité, c'est une question très intéressante. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard. J'ai préparé quelques questions là-dessus. Mais ouais, justement, Sylvain, comment vous en êtes venu, vous, au para-tennis de table, et comment finalement l'idée de participer un jour aux Jeux paralympiques germe dans sa tête? Je suppose que c'est le fruit d'une longue réflexion, d'un long travail. C'est, c'est un cheminement qui se fait petit à petit. Comment expliquer ça? En fait, moi déjà, le tennis de table, je suis venu au tennis de table par mon père. Avant mon accident, je jouais en valide et j'avais eu un petit problème au niveau d'un bras et du coup, je pouvais pas faire de sport de contact et je suis venu au tennis de table et tout de suite, j'ai aimé. Après, j'ai eu mon accident et j'ai attendu un peu de temps avant de reprendre, mais quand j'ai repris, j'ai retrouvé un peu les mêmes sensations, le même plaisir de jeu, même si on est plus bas, que le jeu est un peu différent. Mm, mm. Et, euh, et petit à petit, on fait son chemin en France, dans les échelons, les différents échelons français. On rencontre des gens qui font naître aussi comment dire, des envies et des rêves un peu à travers ce que eux peuvent vivre. Voilà, Stéphane, mais il y en a d'autres aussi, voilà, qui sont très marquants. Fabien Lamiro, même Florian Merlien, voilà, des grosses têtes d'affiche du tennis de table français. Jean-Philippe Robin aussi, un ancien joueur. Et qui donne envie de se dire, ben, moi, je suis pas très loin, pourquoi pas essayer de continuer et d'aller voir. Et en fait, finalement, moi, c'est vraiment un chemin qui s'est construit petit à petit en posant étape par étape. La première étape, il y avait une place pour les championnats d'Europe en 2019. Ok. Et on m'a dit, bah, écoute, on veut ouvrir une équipe dans la classe 3, qui est ma classe de handicap. Il y a 5-6 joueurs, on compte te mettre dans la boucle. Est-ce que tu es intéressé pour relever le défi, pour essayer de te qualifier? On prendra le meilleur pour aller jouer avec Florian Merlin. Et du coup, bah, j'ai relevé le défi et en fait, en se mettant des objectifs, bah, petit à petit, voilà, hop, on rentre dans l'équipe. Et puis bah, après, on continue, on se dit, ah, bah, peut-être un peu plus, un peu plus. Et c'est là où on arrive à se dire, bah, finalement, j'ai fait les championnats d'Europe, est-ce que je peux pas aller un peu plus loin? Mhm. Voilà. Ouais, c'est un peu le destin finalement, ça, on dirait, Peut-être, oui, le petit à petit. destin, oui, je ne sais pas comment qualifier ça, effectivement. Et justement, j'imagine que la carrière de Stéphane vous inspire
pour mener à bien tout ça. Oui, il y a plein de choses. Il y a sa vision du jeu qui était tout le temps très intéressante, moi je trouvais, quand je pouvais l'affronter déjà, parce qu'on a été adversaires quelquefois aussi à la table. Et oui, oui, comment dire, son implication, son sérieux, voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Et ça, je trouve ça, quoi, c'est avec une éthique de travail, il a essayé de mettre en place des choses pour répondre à comment dire, à des compétences nécessaires dans sa classe de handicap, ou en tout cas, voilà, travailler physiquement et techniquement. Et du coup, j'ai essayé de m'inspirer de ça, et j'essaye toujours aujourd'hui de prendre ce qu'il peut me transmettre, voilà, en étant à ses côtés. Et ce qui est intéressant, c'est que vous parlez plusieurs fois de classes de handicap. Mais j'aimerais bien, peut-être Stéphane, si vous pouvez un petit peu nous expliquer ces fameuses classes, comment s'organisent les compétitions en para-tennis de table finalement? Oui, alors quand on parle de classe ou de catégorie, il faut un peu faire l'analogie avec ce qui peut se passer dans des sports de combat chez les valides. C'est-à-dire que les sports de combat, notamment le judo ou la boxe, bah, vous avez des catégories en fonction des poids. Eh Mhm. bien là, dans notre discipline, on ne catégorise pas en fonction du poids, mais en fonction du handicap, puisqu'il y a autant presque de handicap que de catégories et vice-versa. C'est-à-dire que on essaie de regrouper pour faire une égalité des Égalité. chances, bien évidemment, puisque on va pas demander à un joueur tétraplégique eh bien de se mesurer dans une compétition des Jeux paralympiques à quelqu'un qui pourrait quasiment se mettre debout. Il n'y a Mhm. pas d'égalité physique. Donc l'idée, c'est de catégoriser dès lors qu'on arrive sur le circuit international eh bien, les joueuses et les joueurs qui vont s'inscrire dans cette logique à la fois de qualification sur les compétitions de référence, mais sur les premiers tournois internationaux auxquels ils vont participer. Et justement, question peut-être un peu plus d'ouverture. Pour vous deux, en quoi le ping finalement vous aide à vivre avec votre handicap, Stéphane? Bah, je crois que c'est une question à laquelle je réponds souvent aux ados en leur disant euh, quand, quand, il nous arrive quelque chose d'assez compliqué dans la vie, il y a plusieurs façons de se positionner devant l'obstacle. La première chose, c'est on recule, voilà, et puis on dit, bah non, je vais pas par là. Et puis la deuxième chose, c'est essayer de franchir les obstacles, même avec du temps, de la patience, mais avec la possibilité de le faire et se donner des moyens de le faire. Et je crois que dès lors que je sentais qu'au fond de moi, il y avait une volonté de refaire du sport après mon accident, eh bien, j'ai trouvé l'opportunité et il y a une rencontre avec le tennis de table. Et le tennis de table, finalement, c'était pas que le jeu, la raquette, la balle et la table, c'était aussi une rencontre avec Mhm. différentes personnes. Et puis, quand on se retrouve dans une salle de ping-pong, on n'est plus handicapé, on n'est plus noir, on n'est plus homosexuel, on n'est plus rien de tout ça. On est sportif. Et tout le monde est là dans une salle et on joue et on n'est plus là en train de catégoriser ou de je ne sais quoi. Et du coup, moi, c'est ça qui m'a plu, c'était de se retrouver dans un milieu entre guillemets normal, c'est-à-dire dans un milieu de sportif avec l'envie de marquer des points, de faire des matchs, de gagner, et puis à la fin de se retrouver, d'aller boire une bonne bière. Voilà. C'était, il y avait pas de, vous voyez ce que je veux dire, il n'y avait pas Ouais. de différence, et c'est vrai que cette différence-là, qu'on peut encore de nos jours, malgré toutes les avancées, à la fois sociales et logistiques, matérielles, mais on peut toujours voir qu'il y a des différences dans l'approche, à la fois entre le monde valide et le monde handi. Donc là, dans le milieu du sport, il n'y a pas tout ça. Donc c'est ce qui m'a certainement permis, au-delà d'aller chercher de ma propre compétence et le niveau de performance voulu, eh bien, c'était d'aller chercher aussi la rencontre sociale et puis d'avoir une ouverture plus importante que ce que j'aurais eu sans le sport. Sylvain, vous partagez aussi ce que dit Stéphane? Est-ce que c'est ces valeurs du sport un peu qui vous ont aidé? Oui, alors il y a eu
il y a aussi d'autres valeurs qui sont importantes, la famille, des choses comme Mm, ça, mm, mm. qui peuvent aider quand il arrive des soucis dans la vie. Mais oui, le sport, moi, en fait, quand je suis retourné au tennis de table, alors j'ai mis un peu de temps. Entre-temps, j'ai commencé, quoi, j'ai continué et fini mes études. Mais, quand j'y suis allé, en fait, moi, le but, c'était de retrouver simplement les potes avec qui je jouais avant mon accident. Ok. Voilà. Et en fait, pour moi, c'était la même chose qu'avant. C'était le même sport, alors à un ou deux détails près, parce que voilà, on est un peu plus bas, mais Mhm. pratiquer avec les mêmes personnes, sans vraiment de changement. Et oui, ça permettait de se retrouver finalement dans un milieu où on sent pas forcément cette pression du handicap. Voilà, on est là pour jouer, s'amuser face à des adversaires ou pas, selon le niveau quoi, auquel on pratique. Mais en général, au début, c'est jouer et s'amuser. Et en fait, ouais, moi, je m'étais retrouvé aussi là-dedans assez facilement. Ouais, en fait, du coup, si je comprends bien, vous vous retrouvez finalement dans un lieu où finalement vous faites un peu abstraction de tous les soucis et vous ne faites que du ping. Et c'est ça qui est bien en fait. C'est ça, exactement. Et ben en tout cas, c'est très très intéressant, mais la fin approche déjà et je pense qu'il est temps de parler un petit peu de la route vers Paris 2024 et c'est l'heure de la cérémonie de clôture. Et Sylvain, peut-être j'ai envie de vous demander quels sont vous vos objectifs, les étapes clés peut-être qui vont vous aider à aller vers les Jeux paralympiques. Oui, pas de souci. Faut pas que je dise de bêtises, il y a Stéphane, du coup. Mais non, alors moi, l'objectif dans un premier temps est quand même d'aller chercher la qualification. Ça, c'est vraiment le premier objectif. J'avais pas réussi à me qualifier pour Tokyo. J'étais un peu juste à l'époque en termes d'arrivée sur le circuit, mais j'avais quand même déjà eu ma chance. Là, le but, c'est d'essayer de la saisir. Pour l'instant, dans les différents classements, voilà, je suis pas trop loin ou plutôt bien placé, mais voilà, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, donc tout n'est pas encore fait. Il faut Ok. continuer. Et donc après, en termes de planification là, sur les prochains mois à venir, on va avoir un mois de janvier qui va être assez dense. Avec de l'entraînement et dès la fin janvier, on part en compétition Ok. pour performer au niveau international. Et en fait, un des premiers, comment dire, le premier cut, le premier, comment dire, la première date clé où il y aura une première sélection au niveau du classement mondial, ça sera le 31 mars. Donc voilà, D'accord. une des premières dates clés pour moi. Quoi. Elles sont toutes, j'ai envie de dire, les 3 mois qui arrivent, là, vont, quoi, 4 mois, vont être toutes, tous clés, mais c'est plus, voilà, le coup près tombera au 31 mars dans un premier temps, et après, il y aura peut-être une suite selon comment dire, où j'en suis à ce moment-là, qui aura. Donc voilà, ça voilà un peu le cheminement pour l'instant. Donc ça va passer par des tournois. Pour l'instant, il y aura 4 à 5 tournois. Ça dépend de plein de critères, hein. Des fois, on ne maîtrise pas tout, le nombre de participants. Est-ce qu'il y a Mhm. trop de participants et du coup, on ne peut pas emmener toute la délégation française. Il y a plein de choses à prendre en compte. Pour l'instant, on ne sait pas tout. En tout cas, là, je suis sur les deux premiers et donc on verra après la suite. Ouais, donc pour le moment, objectif Mars. Ça va, Stéphane, il a pas dit de bêtises. Non, 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 c'est juste. De toute façon, pour synthétiser, hein, il y a évidemment une partie de préparation qui a commencé pour aller être performant dès le premier trimestre, presque j'ai envie de dire 2024, parce qu'il y a le mois de janvier, mais il y a aussi un trimestre assez conséquent avant le 31 mars, qui est un peu en effet une première deadline. Et puis, il y a éventuellement, en fonction de son niveau de performance, et s'il n'est pas encore dans les clous au 31 mars, la possibilité d'aller sur un tournoi de qualification paralympique qui va certainement se faire en Thaïlande. Donc Ok. là, on parle du mois de mai. Et là, c'est sur sélection, évidemment. Donc, ça sera au bon vouloir de la commission fédérale française, mais bon, espérons peut-être qu'on ne soit pas obligé d'en passer par là. Et c'est vrai que actuellement, bah, Sylvain, il était plutôt dans un wagon moyen moins il y a un an, et puis il est plutôt là, je trouve, dans un wagon moyen plus. Donc, bah, il faut surfer là-dessus
Et puis, surtout, c'est ce que je dis très souvent, de ne pas avoir de regrets par rapport à tout ça. Et justement, vous, Stéphane, bon, du coup, vous parliez de cet arrêt de carrière. Ça vous titillait pas de continuer jusqu'à Paris. C'était mûrement réfléchi, du coup. Oui, c'était mûrement réfléchi et je dis pas que de temps en temps, quand je vois les garçons en compétition, quand j'accompagne Sylvain, on est allé à Tokyo début septembre ou en Finlande à la fin du mois de septembre. Je dis pas que de temps en temps, ça me titille pas un petit peu d'aller prendre la raquette et puis d'aller matcher, mais ça, c'est pas possible. Non, c'est vrai qu'il y a la petite adrénaline et l'envie de gagner des matchs, hein. Ça, c'est quelque chose qui reste au fond de moi. Mais à partir du moment aussi où je suis derrière la séparation, que je l'aide, c'est une autre façon de vivre ça. Et parfois même, j'ai tendance à le vivre un peu trop parce que j'ai encore du mal en fait à me dire que j'ai très peu de pouvoir Mhm. sur à un moment le niveau de jeu et l'envie d'aller gagner les choses. J'ai tellement envie d'aller aider le joueur que c'est parfois peut-être je suis un peu excessif. Mais non, je pense que il faut pas. Moi, j'ai pas envie de vivre avec des regrets, de dire ah j'aurais pas dû arrêter, j'aurais dû. Voilà. Non, non, j'ai pris une décision, je l'assume complètement. Et puis je vivrai et je vis aujourd'hui vraiment à 200% avec à la fois non pas l'équipe de France, même si je suis un fidèle soutien, mais avec tous les garçons ou les nanas qui sont capables d'aller aujourd'hui aller chercher une qualification, dont évidemment Sylvain en fait partie. Donc j'essaie de suivre ça de manière soit directe, soit de manière un peu plus indirecte, en travaillant avec un staff autour de moi et puis faire en sorte que, encore une fois, on ait tout fait pour que Mhm. ces joueurs-là puissent aller vivre les Jeux à Paris. Justement, vous parliez, Stéphane, de l'équipe de France. Quel va être votre rôle, en fait, pendant ces Olympiades, entre guillemets, cet été? C'est plutôt un rôle d'accompagnant, du coup. Alors non, j'ai un rôle plutôt indirect, c'est-à-dire que je ne fais pas partie du staff national, je ne fais pas partie du staff de l'équipe de France, donc je ne serai pas avec l'ensemble des joueurs et du staff au sein même du village et dans l'enceinte de la compétition. Mhm. J'ai un rôle un petit peu indirect, c'est-à-dire que pour simplifier, je suis un petit peu le référent d'un collectif qu'on pourra appeler l'équipe de France Espoir. D'accord. C'est-à-dire de tous ces athlètes qui sont un peu dans l'antichambre d'équipe de France et qui ont cette envie, cette ambition d'aller justement aller chercher cette place au sein du groupe France. Donc, mon idée, et ma volonté, c'est évidemment de faire progresser tout ce monde-là, mais les Jeux paralympiques appartiennent à l'équipe de France et je ne fais pas partie de ce groupe-là. D'accord, ok. Et pour basculer sur, on en a parlé tout à l'heure de médiatisation un petit peu. Sylvain, qu'est-ce que vous pensez de la médiatisation du handisport? Vaste sujet. Bah, après, je n'ai pas été vraiment moi confronté à une médiatisation très importante parce que je suis un joueur quand même un peu qui a moins de résultats que Stéphane par exemple ou que d'autres joueurs de référence, mais petit à petit on y arrive quoi. En fait, c'est depuis Rio, je crois, même peut-être plus que ça, mais moi, je trouve que c'est assez marquant depuis Rio où la médiatisation pardon, est croissante. Donc là, on voit qu'en France, les efforts sont faits aussi sur le sujet. Donc on peut espérer que tout ça, comment dire, aille dans le bon sens pour nous, athlètes en e-sport, parce que ça reste malgré tout la médiatisation, comment dire, quelque chose d'important, un peu le nerf de la guerre parce que si on n'est pas visible, c'est plus compliqué de faire évoluer son sport, mais aussi évoluer les athlètes. Donc, Ouais. Stéphane, vous avez vécu plusieurs Jeux olympiques et paralympiques. Est-ce que vous partagez le point de vue de Sylvain, à savoir que là, depuis Rio, ça a pris vraiment une dimension différente? Est-ce que vous pensez qu'il y a davantage de médiatisation désormais? Oui, bien évidemment. Alors j'aime bien prendre cette statistique qui est très intéressante, c'est-à-dire que mes premiers jeux, je les ai vécus à Athènes en 2004. Et à Athènes en 2004, sur les chaînes françaises, on avait 7 minutes de retransmission en Mhm. résumé synthétisé la nuit des Jeux paralympiques. On est passé donc en 2016 à Rio, c'est-à-dire 12 ans plus tard, et
sur l'échelle du temps, 12 ans, c'est pas énorme, à 10 heures de direct sur l'échelle nationale. Donc ça veut dire qu'en effet, en l'espace de finalement peu de temps, il y a eu énormément de progrès qui ont été faits sur la médiatisation du parasport de manière générale, et notamment des Jeux. Alors, pareil, à Tokyo, pendant les Jeux paralympiques, le plateau de France Télévisions était même sur Tokyo et en direct. Donc, je crois que la médiatisation n'est pas là pour valoriser uniquement la performance des athlètes ou pour dire wow, bravo, c'est formidable ce que vous faites malgré votre handicap. Je pense que, comme disait Sylvain, et qui est tout à fait juste, c'est-à-dire que si on veut faire progresser notre sport, et à la fois le tennis de table mais l'ensemble des parasports, eh bien, c'est de les montrer à l'image. Parce que l'image et le pouvoir de la télévision aujourd'hui, ça a un impact considérable sur notre société, que ce soit dans le monde du parasport ou pour faire évoluer peut-être aussi les mentalités au regard du handicap. Mais c'est aussi pour peut-être développer financièrement toutes les nécessités qui sont obligatoires pour qu'à un moment, on puisse rattraper le sport de haut niveau valide. C'est-à-dire que le sport de haut niveau valide a aujourd'hui un peu plus de moyens financiers pour développer leur activité, faire de la performance et être performants sur des compétitions de très haut niveau. Je pense que les athlètes et les para-athlètes aujourd'hui manquent sincèrement de moyens pour être un moment compétitif au regard de la concurrence internationale. Donc il faut absolument une visibilité supplémentaire et bien plus importante que ce que c'est encore aujourd'hui pour qu'on puisse développer et vulgariser les athlètes parasportifs. Ouais, évidemment, mais tout ça, ça passe par une meilleure retransmission télé. Il me semble que ça va être encore plus important à Paris 2024 en plus. Et peut-être pour en revenir au ping, avant de terminer, j'avais envie de vous parler. Moi, en fait, je fais mes études à Montpellier et ici, il y a deux frères qui sont très très connus, les frères Lebrun, qui, je trouve, donnent une notoriété encore au ping dernièrement grandissante. C'est absolument énorme le nombre de gens qui s'intéressent au ping parce qu'ils voient les échanges des frères Lebrun sur Twitter, par exemple. Vous, quel regard vous portez sur cet intérêt grandissant? Et est-ce que, par exemple, Stéphane, vous espérez que ça puisse rejaillir sur le para-tennis de table? Alors, les frères Lebrun, je les connais moi en plus depuis tout petit. Alors, je les ai vus évoluer à vitesse TGV, hein, parce que Mhm. ils ont toujours été très très bien entourés. Déjà parce qu'ils ont une famille de grands sportifs. Le papa étant un ancien professionnel de tennis de table et puis un entraîneur avisé aussi dans le sud de la France. Et puis l'oncle, hein, Christophe Legout, était quand même un joueur de l'équipe de France et faisait partie des mousquetaires hein, de l'équipe de France. Donc ça a été une famille dans laquelle il était certainement un peu plus, entre guillemets, facile d'évoluer pour acquérir le haut niveau. Oui, la question est oui. Enfin, la réponse à la question et à ta question, Valentin, c'est oui. Ça ne peut être que bénéfique pour le tennis de table et le para-tennis de table à partir du moment où dans la discipline, il y a deux joueurs de très très grande qualité. Il faut savoir que la natation a toujours été boostée par le fait qu'il y a toujours eu des stars dans la natation française pendant très longtemps en France. On parle évidemment de Laure Manodou, mais il y a eu d'autres stars bien avant elle. Le judo a grandi avec David Douillet, Jamel Bourras, avec Teddy Riner. Et puis, plein de sports ont évolué parce que justement, il y avait une vitrine. Là, la vitrine des frères Lebrun ne pourra que rejaillir positivement à la fois sur le tennis de table français et puis en découlera évidemment sur le para-tennis de table. Sylvain, vous pensez aussi que ça peut rejaillir tout ça sur le para-tennis de table? Oui, je suis d'accord avec ce que dit Stéphane. C'est deux joueurs extraordinaires, enthousiasmants à voir jouer et tout. C'est vraiment quoi. Nous, en tout cas, joueurs de tennis de table français, on est vraiment content de les voir jouer en général. C'est tout le temps du plaisir. Donc, on espère et on voit que déjà, dans le public, des gens disent ah, vous avez vu les deux petits frères Lebrun et tout. Mhm. Donc, on sent déjà une espèce de frémissement, d'engouement pour ces deux jeunes-là dans le public et c'est pas encore les jeux. Donc, on peut espérer qu'il y ait
cet engouement-là déjà pour eux, pour les jeux, et que ça rejaillisse finalement après à travers tout le tennis de table, qu'il soit handi ou pas handi. En tout cas, tout ça, ça augure évidemment du bon pour le tennis de table comme le paratennis de table. Et Sylvain, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? Une très bonne saison, une Une qualification et une très qualif. bonne saison voilà, pour Paris. Stéphane, est-ce que vous allez retoucher un petit peu la raquette, ça vous titille avant les Jeux? Alors, je vais la retoucher, mais pas dans un système de compétition. Je vais la retoucher, je vais la reprendre la plupart du temps pour faire ce qu'on appelle chez nous un peu de relance, d'entraînement spécifique, soit avec Sylvain en grande majorité, mais aussi avec d'autres, pour les aider. Vraiment, puis moi, je le fais toujours en plus avec plaisir. Et puis, si de temps Mhm. en temps, on peut matcher un petit peu comme ça pour le plaisir, même si maintenant, je prends des grosses cacahuètes, mais ça, c'est pas bien grave. Mais ça fait plaisir. Et puis surtout, euh, si aujourd'hui je peux apporter ma petite pierre à l'édifice sur évidemment une qualification pour Sylvain, j'en serais ravi. Bah, en tout cas, merci messieurs. Ça a été un très grand plaisir d'avoir été avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir pris de votre temps, Sylvain, et merci à vous, Stéphane, d'avoir été ici. Sylvain, on vous souhaite évidemment une qualification pour les Jeux Olympiques, Paralympiques. Et d'ici là, comme d'habitude, vous serez tenu informé de toutes ces aventures sur le site de letsgomes.com. À bientôt, Sylvain, et à bientôt, Stéphane. Salut Merci, Valentin. à Merci. bientôt.